Aimeriez-vous diriger un pays durant la Troisième Guerre mondiale sans la provoquer réellement? Suprématie. Troisième Guerre mondiale est un jeu de stratégie joueur contre joueur en ligne où vous contrôlez une nation et affrontez jusqu'à 99 joueurs en temps réel. Vous gérerez votre économie, vous développerez une armée, des chars, des avions de chasse, Des sous-marins. et vous déciderez si vous voulez vous faire des amis ou simplement foncer à fond. Belliciste se joue sur plusieurs jours ou semaines à votre rythme et il est multiplateforme. Reprenez la guerre où que vous soyez. La saison 19 est sortie avec de nouveaux points de contrôle, une grande carte du monde et 2 officiers légendaires. Alexis Raphaël. En plus, Nouveau venu, une unité de canon électromagnétique d'élite vous attend dans un pack de démarrage de 40 disponible 30 jours. Cliquez sur le lien pour l'essayer sur PC. iOS. Ou Android, réclamez votre pack de démarrage. Passons à la vidéo du jour. Depuis des mois, des signes montraient qu'il se passait quelque chose à Caracas, mais cela a tout de même surpris quand c'est arrivé. Le bombardement de sites militaires au Venezuela et l'enlèvement de Nicolás Maduro comptent parmi les débats d'année les plus spectaculaires récemment. Mais si la question immédiate concerne le sort de l'ancien dictateur, il y en a une plus grande qui plane en arrière-plan. Et si ce n'était vraiment que le début ? Et si 2026 était rempli d'autres moments de ce genre où l'armée américaine affiche toute sa puissance impressionnante ? La capture de Maduro n'a pas été la seule démonstration de force spectaculaire autorisée par Trump. En juin dernier, les États-Unis ont bombardé les installations nucléaires de l'Iran et le jour de Noël, ils ont mené des frappes aériennes sur le Nigeria. Il y a aussi la discussion de Trump avec des journalistes dans l'Air Force One juste après l'opération au Venezuela, où il a cité plusieurs pays et territoires pouvant être visés ensuite par les États-Unis. Le Groenland est essentiel pour la sécurité nationale, c'est pourquoi nous évaluons la probabilité d'une action américaine contre ces nations. Quels pays devraient balayer ces menaces d'un rire nerveux et lesquels devraient en être véritablement terrifiés par ces menaces envers les alliés ? S'il y a un dirigeant latino-américain qui devrait se sentir nerveux pour l'avenir proche, c'est le président Gustavo Petro de Colombie. Le 4 janvier, Trump a accusé Gustavo Petro d'être un baron de la drogue, affirmant qu'il possède des moulins et usines à cocaïne et suggéré être prêt à renverser le président colombien. Interrogé à bord d'Air Force One sur une possible action militaire contre Bogota, Trump a répondu « Ça me paraît bien. Ce commentaire n'est peut-être pas si surprenant. » Trump et Gustavo Petro se provoquent depuis des mois, Petro incitant les soldats américains à désobéir. Les États-Unis ont alors révoqué son visa. À la mi-décembre, Trump a dit « La Colombie produit beaucoup de drogue. Ils ont des usines de cocaïne, ils fabriquent de la cocaïne comme vous le savez, et ils la vendent directement aux États-Unis. » Alors Petro, il ferait mieux de se ressaisir, sinon il sera le prochain, j'espère qu'il écoute, il sera le prochain. Fin de citation, et bon sang. Compte tenu de ce que nous savons de la nature de Trump, il n'était guère surprenant qu'il veuille s'en prendre à un dirigeant qui a commencé une querelle verbale avec lui. Mais si on le regarde sous un autre angle, cela pourrait bien être la menace la plus folle de toutes. La plupart des cibles de Trump étaient déjà des ennemis des États-Unis, comme l'Iran, Cuba ou le Mexique, qui obsèdent le président depuis des années. La Colombie est une alliée des États-Unis depuis des décennies. Alors que l'Amérique latine virait à l'anti-américanisme de gauche au début du XXIe siècle, Bogota restait un fidèle allié de Washington et soutenait même la guerre en Irak. Depuis 2022, elle est classée comme un allié majeur, hors OTAN, une désignation qu'elle partage avec des pays comme l'Australie, Israël, le Brésil et l'Égypte. Des nations désormais cruciales pour la stratégie mondiale de Washington. Cela ne veut pas dire que la Colombie a été aussi proche de Washington que Jérusalem ou Canberra. Sous Petro, premier président de gauche de la Colombie, Bogota s'est affirmé comme acteur indépendant, rejoignant les nouvelles routes de la soie et tentant de rapprocher le Venezuela, avec un succès limité. Rompre avec Israël va à l'encontre de la politique étrangère des États-Unis. Pourtant, l'Amérique demeure le principal partenaire commercial de la Colombie. Bien que Petro ait arrêté de partager des renseignements avec les États-Unis après les frappes contre des bateaux suspects, rien ne montre qu'il voulait aider les cartels. Les liens de Maduro avec des groupes insurgés et des trafiquants de drogue sont connus depuis des années. L'affirmation de Trump sur l'implication de Petro dans le trafic de drogue manque de preuves. De plus, Petro n'est pas, comme Maduro, un autocrate accroché au pouvoir. Petro a été élu démocratiquement lors d'un scrutin équitable et son mandat unique, comme l'exige la constitution colombienne, doit prendre fin en août. Il semble peu probable qu'il essaie de rester en place, même s'il le voulait. Il n'a pas le soutien nécessaire au Sénat, parmi le public ou au sein de l'armée pour réussir un coup d'État.
Nous mentionnons tout cela pour dire, de manière détournée, qu'une action militaire américaine contre Bogota semble peu probable à l'heure actuelle, même si nous ne doutons pas que Trump déteste Petro et souhaite le voir partir. Tenter de mener une autre opération en Colombie signifierait attaquer un allié de longue date des États-Unis et provoquer un tollé dans le monde entier. Tout cela pour destituer un dirigeant démocratiquement élu, dont le mandat unique se termine dans quelques mois. De toute façon, le rapport coût-bénéfice semble complètement déséquilibré maintenant, ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. La nouvelle stratégie de sécurité nationale de Washington affirme que les États-Unis voient leur avenir comme la puissance dominante du continent américain. Et un véritable retour à la diplomatie de la canonnière signifierait que presque tout serait permis. Cependant, une action contre Petro manquerait du vague manteau de légalité qui entoure la capture de Maduro. Le chef fort vénézuélien était le dictateur qui avait volé les élections et gouverné par la force, d'où la réaction discrète de nombreux pays à son éviction. Les États-Unis feraient-ils la même chose avec Petro ? Même les alliés les plus proches de l'Amérique se sentiraient obligés de réagir. Situation similaire concernant le Groenland. Pour être clair, Donald Trump semble tout à fait sérieux à propos de l'acquisition de l'île, déclarant aux journalistes, je cite, « Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale. Et le Danemark ne sera pas en mesure de le faire. » Katie Miller, l'épouse de l'influent conseiller Stephen Miller, a même tweeté une image du Groenland ornée du drapeau américain sous le mot « bientôt ». Il y a aussi les preuves discutées à Warfront cette année sur les opérations d'espionnage et d'influence des États-Unis dans cette partie autonome du Royaume du Danemark. Il n'est donc pas du tout fantaisiste de supposer que l'administration actuelle aimerait vraiment annexer l'île. En pratique, envoyer l'armée pour renverser le gouvernement à Nuuk rencontrerait bien plus de résistance que des frappes contre le Venezuela. Une telle opération serait illégale et causerait une rupture durable entre les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN. Plus précisément, les réactions négatives dans le pays seraient probablement plus fortes après que certains législateurs républicains, comme le sénateur de l'Utah Mike Lee, aient été d'abord remis en question la légalité des frappes contre le Venezuela, puis de soient finalement revenus sur leurs propos. La critique a sans doute été facilitée puisque Maduro avait clairement volé la dernière élection vénézuélienne. Mais notre droit d'annexer un territoire autonome d'un allié proche de l'Amérique. Peut-être sommes-nous naïfs, mais cela paraît excessif, même pour certains républicains. Cela n'empêchera pas le Groenland de subir des pressions. Nous devons plutôt nous attendre à une intensification de la coercition, cherchant à contraindre le Danemark par des sanctions économiques ou même à menacer l'Europe. Les États-Unis cesseront d'aider l'Ukraine si le bloc refuse leur demande sur le Groenland. Comme l'a écrit Shoshank Joshi sur X, Donald Trump estime avoir un levier sur les Européens et pourrait envisager la coercition économique pour imposer l'achat du Groenland selon ses conditions. Fin de citation. Donald Trump pourrait aussi prendre des mesures plus modestes. Shoshank Joshi évoque que l'administration pourrait déclarer les bases américaines sur l'île comme territoire souverain des États-Unis. Un acte testant la détermination de l'Europe sans action militaire. En d'autres termes, même si l'idée de voir les forces spéciales américaines bombarder Nuuk et forcer le Groenland à redevenir une colonie sous la menace des armes semble aujourd'hui tirée par les cheveux, cela ne veut pas dire qu'il ne se passera rien dans les mois à venir. L'administration Trump privilégiera sans doute la coercition envers les alliés plutôt que la force militaire. Parlons maintenant d'un autre allié de longue date que Trump a directement menacé d'intervention, le Mexique. À première vue, il peut sembler que le Mexique a bien moins à craindre de Trump et de ses alliés que la Colombie ou le Groenland. Après tout, Trump n'a jamais explicitement menacé d'annexer le Mexique, comme il l'a fait avec le Groenland ou le voisin du nord des États-Unis, le Canada. Il n'a jamais attaqué la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, comme il l'a fait avec Gustavo Petro. Mais bien que la façon dont Trump traite le Mexique laisse penser qu'il verrait différemment l'idée d'une intervention, cela ne veut pas dire qu'il semble vraiment opposé à cette idée. Lorsque Trump a menacé d'une intervention militaire américaine au Mexique, il s'est concentré sur les puissants cartels du pays qui exercent encore un contrôle effectif sur une grande partie du territoire mexicain. Malgré les tentatives répétées de limiter leur pouvoir, comme au Venezuela, Trump a gardé l'essentiel de l'énergie négative qu'il vise contre le Mexique. Il a souligné le rôle clé du pays dans les réseaux de production et de trafic de drogue vers les États-Unis. Contrairement au Venezuela, Trump n'a pas accusé les dirigeants mexicains de collaborer avec les cartels. Mais les récentes déclarations de Trump laissent entendre que même s'il ne pense pas que l'administration mexicaine soit directement complice, il estime qu'elle a été compromise dans sa capacité à lutter contre les cartels.
Comme Trump l'a indiqué aux médias au cours de la semaine passée, il a souvent proposé de mener des frappes ciblées et des opérations spéciales contre les cartels sur le territoire mexicain, visant les moyens de production, les routes de transit et potentiellement même les royaumes des cartels. Selon Trump, cependant, Sheinbaum a refusé, et d'après la version de Trump, ce n'est pas par souci de la souveraineté mexicaine. Pour citer Trump à nouveau, elle a très peur des cartels. Dimanche, moins de 48 heures après la capture de Nicolás Maduro par ses forces, Trump a déclaré à la télévision son impatience croissante envers le voisin du sud des États-Unis. Il va falloir faire quelque chose avec le Mexique. Comme l'a décrit Trump, le Mexique est capable de prendre les mesures nécessaires contre les cartels, mais il ne l'a pas fait. Après plus d'1 an d'attente, il est peut-être temps que les États-Unis agissent. Claudia Sheinbaum a surtout travaillé à apaiser la situation, qualifiant les récents commentaires de simple façon de parler du président Trump et évitant de répondre directement à ce qu'a dit Trump. Elle a répété les propos d'autres dirigeants latino-américains après les frappes au Venezuela. Nous rejetons toute intervention dans les affaires internes d'autres pays. L'histoire de l'Amérique latine montre que l'intervention n'a jamais apporté démocratie, bien-être ou stabilité durable. Et en soulevant à nouveau cette question épineuse de la souveraineté nationale, je cite « Il est nécessaire de réaffirmer qu'au Mexique, le peuple gouverne et que nous sommes un pays libre et souverain. Coopération oui, subordination et intervention non. » Sheinbaum a réaffirmé l'engagement de son pays à limiter le trafic de drogue vers les États-Unis, notamment le fentanyl, et a évoqué les causes profondes qui alimentent ce problème. Les groupes criminels transnationaux que les États-Unis n'ont pas éliminés chez eux. Mais bien que Sheinbaum ait peu de chances d'être emmené hors de Mexico en pleine nuit, sa situation n'en est que plus périlleuse. Les États-Unis opteraient sans doute pour une intervention militaire limitée. Les régions frontalières proches, éloignées de la capitale mexicaine, attirent particulièrement les cartels. Pour Sheinbaum, cela pose 2 problèmes à la fois. D'abord, si les États-Unis lançaient des missiles ou envoyaient des agents dans ces zones, Sheinbaum ne pourrait concrètement rien faire pour l'empêcher. Surtout si les opérations sont aussi rapides que celles menées par Washington au Venezuela. Deuxièmement, si ces frappes se produisent avant que Sheinbaum n'intervienne, la réponse du Mexique dépendra aussi du tribunal de l'opinion publique. L'argument de souveraineté de Sheinbaum est solide s'il s'applique à l'idée que les États-Unis ne devraient vraiment pas renverser le gouvernement du Mexique. Mais il sera perçu comme un argument plus faible, peu importe ce que disent les lois internationales, s'il est utilisé pour défendre des cartels à peine au-delà de la frontière des États-Unis. Maintenant, avant de continuer, nous aimerions prendre un bref instant pour nous présenter à toutes les nouvelles personnes qui découvrent notre couverture pour la première fois. Bonjour, nous sommes Warfront, une addition récente dans l'analyse des conflits. Mais nous pensons que nous offrons ici sur YouTube quelque chose qui peut percer à travers le bruit auquel nous nous sommes tous habitués dans pratiquement tous les médias mondiaux. Chez Warfront, notre équipe s'est donnée pour mission de fournir des explications claires et ciblées sur les conflits et les changements géopolitiques à travers le monde, avec tout le contexte, toutes les nuances que vous devriez pouvoir avoir à votre disposition. Nous ne prétendons pas être des experts, nous ne prétendons pas être impartiaux, à la place nous essayons d'être un relais pour toutes les meilleures analyses d'experts que nous pouvons trouver. Présentées d'une manière qui a du sens et qui compte vraiment, tout en restant conscients de nos propres biais afin qu'ils ne compromettent pas notre contenu du mieux que nous pouvons. Si cela vous semble être quelque chose que vous aimeriez inclure dans votre consommation médiatique, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Pour soutenir notre travail, rendez-vous sur notre site premium Frontsco. Là-bas, nous analysons davantage les conflits peu médiatisés et invitons des experts et journalistes primés à partager leur véritable avis. Vous devez savoir que cela ne coûte que 5 € par mois ou 50 € par an. C'est une excellente affaire, si je puis me permettre. Et cela nous aide à agrandir notre équipe et à développer nos contenus gratuits, dont vous pouvez en trouver certains sur le Docker de Front. Pour tester tout en gardant votre indépendance financière, ou par curiosité, un épisode gratuit « Demandez-nous n'importe quoi » sera publié ce vendredi sur Front. Vous n'avez pas besoin d'être membre. Ce sera disponible sur le site web, tout sur les répercussions du Venezuela ainsi que des articles qui analysent encore plus en profondeur toute cette situation. Allez voir. Et pour nos spectateurs qui sont déjà abonnés, eh bien merci pour votre soutien. Des menaces envers des cibles venant des amis de Washington. Tournons-nous vers ses ennemis ou, avant tout, il faut aujourd'hui saluer l'Iran. L'Iran n'était mentionné que brièvement en raison de la gravité de la crise qui s'y déroule actuellement et de la forte probabilité qu'une action militaire israélienne ou américaine soit imminente.
Pour cette raison, nous avons en fait consacré un épisode entier à ce sujet, selon la date de publication de cet épisode. Il a soit déjà été diffusé hier, soit il sortira demain. Notre planning est un peu instable en ce moment, alors voici un petit aperçu. Il n'est pas encore publié, c'est juste un aperçu pour expliquer la situation critique en Iran actuellement. Le pays connaît ses plus fortes manifestations depuis la mort de Mahsa Amini, plongeant la majorité des grandes villes et de nombreux districts iraniens dans le chaos. Alors que j'écris ces lignes, au moins 17 personnes ont été tuées, poussant Donald Trump à tenir sa promesse de riposte militaire. Avant les récentes frappes au Venezuela, Israël avait déjà informé les États-Unis la semaine dernière de possibles nouvelles frappes en Iran. Et selon un rapport récent du Times, le dirigeant iranien, l'ayatollah Khomeini, a déjà élaboré une stratégie de repli vers Moscou au cas où la situation empirerait encore. Ces derniers jours, plus de 10 avions de transport stratégique américains ont traversé l'Atlantique vers l'Iran, transportant apparemment des équipements d'une unité d'hélicoptères d'élite. Les Night Stalkers et des membres de la Delta Force américaine, tous deux impliqués dans la capture de Maduro, auraient aussi pu faire le voyage. Pour faire court, la situation semble vraiment mauvaise pour l'Iran. Et si vous voulez la version longue de l'histoire, eh bien vous pouvez regarder notre autre épisode une fois que vous aurez terminé ici. Ou peut-être demain. Si ce n'est pas encore sorti, on verra après l'Iran. Il faut parler de Cuba, qui a une longue histoire avec le Venezuela et les États-Unis. Les hauts et bas des relations entre les États-Unis et Cuba, notamment les bas, sont bien connus. Crise des missiles, décennies de régime Fidel Castro, embargo, sanctions et lente atrophie économique de Cuba. Mais la relation entre Cuba et le Venezuela est bien plus étroite, et au cours de la dernière décennie environ, l'équilibre des pouvoirs dans cette relation s'est solidement établi. Cuba est essentiel à la fois à la survie du Venezuela en tant que pays et à la survie de son régime au pouvoir. Cuba fait partie des rares pays acceptant le pétrole vénézuélien et constitue une bouée économique clé dans les Caraïbes où les navires évitent le canal de Panama pour commercer. Le Venezuela accueille des milliers de Cubains travaillant comme médecins, enseignants, ingénieurs, agents civils essentiels, mais aussi soldats, paramilitaires et agents de renseignement. Pour Maduro, ces Cubains servent de protection. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a reconnu que 32 Cubains, agents du renseignement ou militaires, ont été tués lors de la capture de Maduro. Ils ont également supervisé Maduro, contrôlant le contre-espionnage, le flux d'informations et l'accès à lui et à son entourage, tout en les surveillant étroitement depuis le départ de Maduro. Les observateurs internationaux se sont légitimement interrogés sur les conséquences pour Cuba. Cuba et l'Amérique restent hostiles, surtout sous la direction actuelle des États-Unis, alors que les démocrates avaient auparavant amélioré leurs relations avec Cuba. Les républicains s'appuient depuis longtemps sur le soutien des exilés cubano-américains et de leurs descendants, qui demandent à Washington d'agir plus fermement contre le régime cubain. Un de ces cubano-américains, descendant de Cubains arrivés avant Castro, occupe aujourd'hui un double rôle de secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale de Trump, Marco Rubio. Marco Rubio et Donald Trump n'ont jamais hésité à critiquer Cuba lorsqu'on les interroge, surtout alors qu'ils tirent profit de leurs actions au Venezuela. Marco Rubio a cette semaine raillé la direction cubaine, les traitant d'incompétents et de séniles, puis a proposé « Si je vivais à La Havane et que je faisais partie du gouvernement, je serais au moins un peu inquiet. » Bien que Donald Trump n'ait pas été plus élogieux envers La Havane que Marco Rubio, il a presque rejeté l'idée d'une intervention directe, la jugeant inutile pour les États-Unis. Selon lui, Cuba s'effondre déjà. Citation. « Je pense que ça va simplement échouer. Je ne crois pas que nous ayons besoin d'agir. On dirait que ça s'effondre. » Pendant ses mandats, Donald Trump a renforcé la pression économique et diplomatique sur Cuba sans jamais évoquer d'action militaire importante. À première vue, cela pourrait sembler être une bonne nouvelle pour le régime cubain, et ça pourrait l'être, mais il y a deux façons d'interpréter la situation. Donald Trump estime que la perte du pétrole vénézuélien, d'autres revenus et la vulnérabilité de la Havane à de futurs chocs économiques pourraient l'amener à laisser l'histoire suivre son cours. D'autre part, Donald Trump a tendance à devenir, disons, légèrement impatient. Et en ce moment, des Américains d'origine cubaine haut placés au gouvernement, en particulier Marco Rubio, ont l'oreille de Trump. Si l'effondrement que Donald Trump attend ne semble pas se produire assez rapidement, alors Marco Rubio et d'autres partisans anti-régime pourraient ne pas avoir beaucoup de mal à convaincre Trump d'appuyer sur la gâchette. Nicolás Maduro est facile à capturer, personne ne s'y est opposé. Si l'effondrement de Cuba est inévitable, Donald Trump peut l'accélérer.
Enfin, il faut ajouter un autre nom à la liste des cibles potentielles de Donald Trump, le Venezuela, répétant ainsi le scénario du second tour. La question naturelle serait, les États-Unis n'ont-ils pas déjà changé de régime? Que reste-t-il à faire? Mais le problème vient de la manière dont les États-Unis ont tenté de provoquer un changement de régime et, plus précisément, de la personne qu'ils ont laissée aux commandes. Après des années à qualifier Maduro et son régime de dictature corrompue et cartel de drogue nationalisé, Washington n'a pas mis en avant la véritable chef de l'opposition vénézuélienne, María Corina Machado, ni sa suppléante, que l'opposition affirme avoir réellement remporté l'élection, mais qui a vu Maduro revenir au pouvoir. À la place, ils ont choisi Delcy Rodríguez, l'ancienne vice-présidente de Maduro, qui occupe désormais le poste de dirigeante intérimaire. Franchement, c'était une décision étrange pour plusieurs raisons. Les États-Unis semblent avoir été aidés par les conseils d'agents de renseignement et de diplomates chevronnés. Qui a admiré la capacité de Rodríguez à maintenir l'industrie pétrolière vénézuélienne, malgré les sanctions? Mais décision étrange ou non, Rodríguez se retrouve maintenant dans une position peu enviable. Elle est techniquement à la tête du Venezuela, mais avec une conscience très aiguë du point rouge d'un tireur d'élite métaphorique qui danse sur le revers de son blazer. Et quand on dit que Rodríguez est dans la ligne de mire, on le pense vraiment au sens littéral. Quand Michael Scherer de l'Atlantique a questionné Trump sur Rodríguez, ce dernier a été très clair sur sa situation. Nous allons le citer. « Si elle ne fait pas ce qui est juste, elle va payer un prix très élevé, probablement plus élevé que Maduro. » Fin de citation. D'après Trump, Rodríguez a discuté avec les États-Unis et accepté de, je cite, « faire ce qu'il faut pour rendre le Venezuela à nouveau grand ». Mais ce qu'elle n'a pas, selon Trump, c'est le choix concernant ce qu'elle fera ensuite, non plus. Elle doit prouver qu'elle est la partenaire que Washington espérait, ou elle sera remplacée par quelqu'un qui peut promettre de faire mieux, maintenant. Les actions qui mettront Rodríguez sur la sellette, une métaphore qui, rappelons-le, vient de l'utilisation de la chaise électrique, ne sont pas forcément celles auxquelles on pourrait penser. Après sa promotion, Rodríguez a condamné les actions américaines et affirmé « Il n'y a qu'un seul président au Venezuela, Nicolás Maduro Moras ». S'adressant à la presse américaine, Marco Rubio a volontairement admis cela. Globalement, ces déclarations importent peu. Comme l'a dit Rubio, elles visent surtout à calmer les Vénézuéliens contrariés par cette affaire. Dans un pays où de nombreux loyalistes de Maduro dans l'armée et les paramilitaires pourraient tenter d'éliminer un dirigeant perçu comme hostile, Rodríguez a affirmé sa volonté de collaborer avec les États-Unis, le montrant publiquement lundi, jour de son investiture, en lançant un appel. Une relation équilibrée et respectueuse entre les États-Unis et le Venezuela, visant à établir, je cite encore, un agenda de coopération. Bien plus que la rhétorique de Rodríguez, ce sont ses actions qui compteront désormais. Ouvrir l'industrie pétrolière du Venezuela à l'exploitation américaine, apaiser le gouvernement vénézuélien et s'assurer que toute volonté démocratique du peuple vénézuélien ne fasse pas obstacle dans un régime aussi corrompu que celui du Venezuela. Avec tout un mouvement d'opposition solide prêt à prendre le pouvoir si le régime dans son ensemble s'avère non viable. De nombreuses personnes sont prêtes à remplacer Rodríguez si elle ne respecte pas sa part du marché. Donc ce sont les nations qui semblent être les prochaines sur la liste noire de Donald Trump, le Mexique, la Colombie et le territoire du Groenland, ainsi que l'Iran, Cuba et le Venezuela. Au second tour, la réaction de ces nations face à la pression demeure un mystère pour tous. Mais au minimum, on peut s'attendre à voir leurs dirigeants agir comme s'ils savaient qu'ils pourraient être dans la ligne de mire. Au début de 2026, c'est un tout nouveau monde, et toute nation qui ne peut pas s'adapter risque d'être dépassée. Suprématie. Guerre mondiale. 3 est un jeu de stratégie joueur contre joueur en ligne gratuit situé pendant la guerre mondiale moderne. Cliquez sur le lien pour un pack de démarrage exclusif avec le Railgun d'élite et une unité de 40 offres gratuites pour les nouveaux joueurs pendant 30 jours. Merci d'avoir regardé.